Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, au sommaire ce soir. Nouvelle journée de mobilisation un peu partout en France ce jeudi. À Annecy, ils étaient un peu plus de 300 à avoir répondu à l'appel des différents syndicats. Semaine après semaine, les revendications des manifestants ne changent pas et les slogans appellent toujours à des augmentations. Et puis nous aurons à Aix-les-Bains, le centre hospitalier de Savoie, inauguré ce mercredi ses nouveaux locaux. 2 étages flambant neufs dédiés aux unités psychiatriques avec un soin tout particulier apporté pour de meilleures conditions d'accueil des patients. Nous verrons dans ce journal que cette mutualisation est plus que bienvenue. Je vous lisais en titre, ce jeudi 27 janvier était une nouvelle fois synonyme de mobilisation sociale dans de nombreuses villes de France. Dans nos départements, plusieurs cortèges ont défilé dans les rues. À Annecy, environ 300 personnes avaient répondu à l'appel de l'intersyndicale pour alerter le gouvernement sur la nécessité d'augmenter les salaires, une problématique qui prend tout son sens en Haute-Savoie au vu de la proximité avec la Suisse et au vu du coût moyen de la vie supérieur à la plupart des autres départements français. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Ils étaient quelques 350 à venir manifester à Annecy ce jeudi après-midi. À l'instar de nombreuses autres villes de France et à l'appel de l'intersyndicale, de nombreux salariés sont venus battre le pavé avec, au centre des revendications, la hausse des salaires dans tous les secteurs d'activité. Il faut se faire entendre, il ne faut rien lâcher et puis c'est dans la poursuite des actions qu'on a pu mener déjà depuis le mois de janvier sur différentes actions. Mais là, l'intersyndicale s'est réunie vraiment pour se spécialiser dans une augmentation des salaires, aussi bien du public que du privé, sans oublier les retraités également pour les pensions. Nous, on l'a fait su, on est aussi un syndicat d'éducation, donc on revendique également des améliorations des conditions de travail, notamment d'employer beaucoup plus de personnel parce qu'on est en manque de personnel, de reconnaître les AESH, les assistants d'éducation pour qu'ils aient un statut vraiment particulier. C'est une journée de mobilisation pour eux également. Une problématique exacerbée sur nos territoires, comptant parmi les plus dynamiques et attractifs de l'Hexagone, et sur lequel de nombreux enjeux s'ajoutent aux problématiques nationales. On se bat depuis des années pour faire reconnaître le fait de la vie chère, avec la Suisse à côté. Alors le salaire, c'est un problème pour toute la France en général. Attention, on n'est pas que en Haute-Savoie ici. Mais nous, en plus, il y a le prisme de tout ce qui est sur Genève, qui draine un public à peu près de 70 000 salariés tous les jours. Et qui fait que on a beaucoup de soucis pour se loger, pour travailler, pour être recruté, pour rester sur le territoire. Si on attendait plus de monde aujourd'hui à Annecy, la manifestation a toutefois été suivie au sein même de certaines entreprises. Pourtant, c'est bien le rassemblement que souhaitent les structures syndicales afin de peser de tout leur poids dans les futures négociations. Beaucoup de mobilisations très locales dans des sociétés, dans les entreprises, qui sont mobilisées pour les augmentations de salaire. Chez nous, c'est le cas avec les camarades de Dassault, les camarades de Tefal qui sont aussi mobilisés le mois dernier. On a plein d'entreprises en fait qui sont mobilisées au cas par cas dans leur société pour revendiquer les négociations annuelles obligatoires et des hausses de salaire. Mais c'est vrai que notre ambition, c'est de faire converger toutes ces luttes aussi dans la rue, puisque la bataille pour nous se mène et dans les entreprises, mais aussi dans la rue pour faire entendre nos revendications au pouvoir public, évidemment. À quelques mois des futures grandes échéances électorales, de nombreux Français attendent donc d'être assurés sur leur avenir, espérant par cette mobilisation être écoutés ou tout du moins entendus par le gouvernement. À une grosse semaine du début officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022, le nom des porte-drapeaux tricolores des délégations olympiques et paralympiques ont été annoncés et les pays de Savoie ont été mis à l'honneur. Kevin Roland de la Plagne et les Bornandins Tessa Worley et Benjamin Davier ont été choisis par le public et par leurs pairs. Une belle et vraie reconnaissance pour nos 3 athlètes. Nous pourrons vous proposer, si tout va bien, une réaction de Benjamin Davier dans notre édition de vendredi. Et puis toujours concernant les JO, Antoine Adélis pourra finalement participer aux épreuves de ski freestyle. Le skieur de la Plagne s'était blessé la semaine dernière lors d'un entraînement aux X-Games d'Aspen aux États-Unis. Rapatrié puis hospitalisé à Chambéry, on a appris ce jeudi qu'il avait reçu le feu vert du corps médical. Il pourra donc s'envoler pour Pékin pour participer à ses 3e Jeux Olympiques où il est engagé en big air et en slopestyle. Parlons santé à présent. Le centre hospitalier de la Savoie a inauguré ce mercredi 2 nouveaux locaux sur 2 étages dédiés aux soins psychiatriques. Coût des opérations, 3,5 millions d'euros. Une somme conséquente nécessaire pour accueillir dans de bien meilleures conditions les patients, tout en facilitant le travail des professionnels. Lucas Ruche était sur place. Top départ pour l'inauguration officielle du nouveau centre de santé psychiatrique d'Aix-les-Bains. 2 étages sont ici opérationnels pour accueillir de nombreux patients. Au rez-de-chaussée, on s'occupe notamment des enfants, pour certains atteints d'autisme. Aire de jeu, salle à manger, salle de psychomotricité, tout est optimisé pour que l'enfant s'y sente bien.
Un agencement également réfléchi pour que les professionnels de santé puissent travailler main dans la main. Je pense que tout le monde est un petit peu gagnant, même si on a perdu un petit peu de place, parce qu'en surface, on a perdu un petit peu de place, mais globalement, le raménagement fait que les choses vont bien. Enfin, vous avez pu voir le personnel, vraiment est satisfait de travailler dans ces locaux-là. Non, c'est un plus pour nous, oui. Les différents professionnels, quel que soit leur lieu d'affectation, d'intervention, sont sur un site commun, d'où des échanges beaucoup plus aisés et une fluidité dans les organisations des uns et des autres. Grâce à cette logique de pluridisciplinarité, médecins, psychologues et assistantes sociales travaillent désormais de pair. Un travail facilité par la ville d'Aix-les-Bains, propriétaire du terrain mis à disposition. Le dynamisme du CHS permet justement encore de pouvoir créer des structures de ce type. Alors, ça sort pas. Voilà, il faut les réfléchir. C'est des projets qui prennent du temps, on les construit. Mais il n'empêche que le CHS, tourné vers le partenariat avec notamment les municipalités, permet d'acquérir, de faire des réalisations qui sont quand même plutôt sympathiques. Grâce à une philosophie de travail modernisée, ce centre médico-psychologique offre à la population savoyarde un lieu chaleureux et adapté aux attentes de chacun. On termine ce journal avec notre invitée du soir, Émilie Vadel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la créatrice du podcast Le Camp de base, consacré, comme son nom l'indique, à l'univers de la montagne. Avant de revenir un petit peu plus en précision justement sur ce podcast, pourquoi avoir choisi justement le podcast comme support de diffusion ? Eh bien, c'est mon métier depuis 3 années, de créer des podcasts pour des départements, pour des organisations scientifiques. Et j'ai été formée en radio associative où je suis tombée un peu dans la radio et dans l'univers du son. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer dans cette aventure ? Eh bien, j'avais envie de revenir à la montagne par mon médium de prédilection, qui est le son. Et je l'avais un peu oublié, cette montagne, quand j'ai bifurqué vers ce son. Et je me suis dit, là, c'est le moment. Et je me suis réveillée fin octobre en ayant une envie et en me disant, en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors, on peut dire que vous connaissez le sujet, puisque vous avez été monitrice de ski, vous êtes originaire de Courchevel. La montagne, ça fait partie de votre vie depuis toujours ? Oui, ça fait complètement partie de ma vie. Et ce que j'aime, en fait, c'est montrer la diversité de la montagne. J'ai eu des grands-parents qui m'ont raconté l'histoire de la Vanoise. Et j'ai rencontré énormément de gens pour ce podcast, de passionnés de la montagne, qui m'ont raconté leur vie. Et la montagne, elle est très, très diverse. C'est ça que je retiens. C'est des histoires, mais c'est pas que les ascensions, parce qu'en général, on n'a que des histoires d'ascension. On n'a que des histoires de sport extrême. Moi, ce que j'avais envie de raconter, c'est l'histoire de Marion Poitvin, qui est CRS et secours en montagne. C'est l'histoire de Tiffaine Duperrier, qui est une des 30 guides en France. C'est l'histoire de Charlène Plaisance. C'est l'histoire de Jérémy Prévost, qui vient de Méribel. Et puis, c'est l'histoire aussi de Mélanie Mercusy, qui est une ancienne scientifique et qui... Enfin, je ne sais pas si on est une ancienne scientifique. Je pense qu'on reste faux scientifique toute sa vie, mais en tout cas... qui est maintenant gardienne de refuge. Et puis, il y a toute cette science aussi en montagne. Et comme c'est mon travail de faire de la médiation scientifique par le biais du podcast, j'avais aussi envie de l'intégrer. Justement, vous avez fait le choix d'associer le milieu de la recherche scientifique à celui du sport. Pour quelle raison très précise ? Je voulais vraiment que ce podcast il soit le reflet de la diversité d'un territoire. En montagne, il y a énormément de recherches qui sont faites. Alors, ça peut aller du loup en Beldon, de la diversité animalière qui va vivre en harmonie ou pas avec les hommes qui sont implantés. Ça va des refuges sentinelles. Donc on a des refuges qui sont des territoires de science, qui sont dans un giron. Et puis j'avais vraiment envie de continuer à gratter cette médiation parce que j'estime que la science, elles ne doivent pas se faire qu'entre chercheurs, qu'entre pairs, mais qu'on doit vraiment arriver à essayer de l'exporter vers un public. Et pour ça, il faut des médiateurs scientifiques. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de vraiment montrer la diversité de cette montagne et d'y associer aussi la science. Et je crois que les chercheurs qui ont été invités dans le Camp de base sont très contents. Ils se disent, mais c'est incroyable, on parle de nous en parallèle de scientifiques. Et ça me fait vraiment plaisir d'arriver à associer ces milieux. Comment est-ce que vous choisissez vos invités, justement ? Alors, pour la partie scientifique, j'ai eu l'appui de Raphaël Lachelot, qui est un doctorant à l'université Grenoble-Alpes et qui a travaillé sur les forêts en Vanoise. Et voilà, je lui ai demandé de me sortir des noms. Et j'ai construit une saison donc, avec 14 épisodes
donc lundi, mercredi et vendredi. 14 épisodes le lundi et le vendredi au total, plus le mercredi des hors-séries reportages documentaires. Et en fait, j'ai construit la saison en essayant de mixer les femmes, les hommes. Je trouvais ça important qu'on laisse pas la parole qu'aux hommes ou pas la parole qu'aux femmes, qu'il y ait une espèce de parité quand même. Et en mixant les domaines scientifiques et les domaines sportifs, les domaines d'acteurs. J'aurais pu aussi aller interviewer des saisonniers. Le fait est que j'ai eu peu de temps parce que j'ai eu cette idée fin octobre, mais c'est vraiment comme ça. J'ai pris un tableau Excel, je me suis dit ok. Aussi, il y avait toute cette histoire de journée internationale, et puis je me suis imprégnée de ce que j'avais vu aussi au ciné Montagne, les rencontres ciné Montagne à Grenoble, parce que j'ai fait toute la programmation et je suis allée piocher un peu comme ça. Donc c'est un travail d'équipe finalement, cette programmation. Quel pourrait être l'ADN de votre podcast, le camp de base ? C'est une bonne question. Je pense que c'est l'envie de rencontre, en fait. Pour moi, le son, c'est un prétexte. Alors, ça peut être très égoïste. C'est un prétexte pour aller tendre son micro et demander des interviews à des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs. Et puis, moi, mon travail, c'est d'être aussi le trait d'union entre cette espèce d'égoïsme où je vais rencontrer ces personnes qui sont absolument extraordinaires et un auditeur, parce qu'on ne fait pas un podcast pour soi, un petit peu, mais on fait quand même 90% de podcasts pour un auditeur, une auditrice. Et je pense que l'ADN, ce serait le partage, l'humain et l'envie vraiment d'apporter cette montagne à tout le monde et pas que à ceux qui veulent faire du sport extrême. Le titre du podcast, le camp de base, là aussi, c'est pas du hasard, j'imagine ? Non. Pour moi, c'était important d'avoir un camp de base. Donc, mon camp de base à moi, il est à Grenoble. Je suis installée depuis 12 ans, mais j'ai fait le choix d'acquérir un appartement à Grenoble. Mais pour une grosse nomade comme moi qui adore bouger, c'était un peu dur. Et mes copains m'ont dit « Mais Émilie, ici c'est ton camp de base et c'est pas grave, souffle. Ça va bien se passer, c'est juste avoir un endroit où tu as tes affaires, où tu as tes amis. » Et en fait, j'ai trouvé ça chaleureux. Quand on revient à l'ADN du podcast, c'était ça. Et je me suis dit, mais le camp de base, en fait, en montagne, quand on entend Tiffaine Duperrier, par exemple, dans le premier épisode, c'est cet endroit où, après son ascension du Gachambroum 2 cet été, elle n'a pas forcément d'émotion, mais elle revient en camp de base, elle dit, là, c'est là où ça se lâche, quoi. Et finalement, on est bien partout en montagne, alors que c'est un milieu hostile, et pour autant, on a des préférences. Tiffaine, elle habite Vertignes, et elle disait que pour elle, son camp de base, c'était les Bauges. Et finalement, je pense qu'il y a aussi quelque chose de là où on grandit, là où on revient, là où on était en vacances quand on était petit, et c'était vraiment ça le camp de base pour moi. Tout est déjà en boîte ou il y a encore quelques épisodes que vous n'avez pas encore tournés, enregistrés ? Quelques épisodes ne sont pas encore tournés. C'est facile à faire, un podcast qui tient la route d'un point de vue logistique. Déjà, on sait que le boom, l'essor que connaissent les podcasts, il y a de plus en plus de podcasts, de plus en plus de personnes qui écoutent des podcasts. Est-ce que c'est facile à faire ? Je dis que c'est facile à faire parce que j'aimerais que le journalisme de demain il soit aussi participatif et citoyen, notamment par le biais des radios associatives. Il n'y a rien de compliqué parce que c'est simplement un enregistreur. Pour autant, j'entends qu'il y a un coût derrière. Moi, le matériel que j'utilise, c'est pas le matériel que tout le monde utilise, c'est un matériel un peu plus évolué avec un gros préampli. Pour autant, aller sur le terrain avec des micros, se poser la question de l'écriture, de l'ambiance sonore, c'est donner à tout le monde, si on a envie vraiment d'apporter un média à tous. Et c'est ça qui est important. Après, ce qu'il faut saluer, et le boom du podcast, il vient aussi du fait qu'il y a énormément de matériel qui est sorti dans les années entre 2010 et 2015 et qui était beaucoup moins cher. C'est que du plastique. Le plastique, il y a beaucoup de vibrations qui viennent perturber le son. Ça veut dire qu'il faut un peu d'entraînement pour arriver à avoir du bon son. On ne va pas penser qu'on va faire du podcast du jour au lendemain d'une excellente qualité. Pour autant, je pense que les podcasts de demain, qui seront très écoutés, c'est des podcasts dont la qualité sonore sera la meilleure possible. Pour avoir un petit avant-goût, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce qui est disponible sur toutes les plateformes. Je rappelle que le premier épisode sortira le 7 février. On écoute. C'est là où j'ai un attachement très profond aux montagnes et aux gens qui y sont. Et c'est des montagnes et des lieux qui me sont très familiers, dont je me sens vraiment très proche. Juste on se regarde, on sait, on n'a pas besoin de se parler. On parle principalement de 1741, c'est la date un peu marquante pour nous en France, parce que c'est la date des premières visites des Anglais Windham et Pocock à la mer de glace.
il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations de montagne. Et par contre, il y a moins de 10% qui sont encadrantes de sortie, et il y en a 2% qui sont professionnels guides de haute montagne. Donc on voit qu'il y a beaucoup de femmes en montagne, mais que plus on monte en altitude, ou plus on monte dans la place de la cordée, et moins elles sont là. Émilie, je disais donc, ça c'est un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de la saison. Oui. Expliquez-nous un petit peu là comment vous avez... Alors là, vous avez entendu 4 témoignages. Donc le premier, c'est Tiffaine Duperrier, puis Charlène Plaisance, puis Emmanuel Salim, qui est chercheur et qui a fait un travail sur le tourisme glaciaire, et enfin Marion Poitvin. Donc là, c'est un condensé de 50 secondes. Vous avez entendu de la musique aussi et quelques sons d'ambiance. Donc ça donne un peu le ton. J'étais pas du tout productrice de musique et je m'y suis mis. Ça m'a pris 3 semaines la nuit pour essayer de fabriquer ces musiques. Ce qu'on entend surtout, je pense, c'est la diversité. Ça, c'est hyper important. Et puis, moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce qu'on a entendu, c'est que le podcast, c'est pas une fin en soi. Donc, on a pensé une lettre bimensuelle. On a pensé une carte interactive qui sera cliquable sur le site internet. C'est pas moi qui fais les visuels, j'en suis bien incapable. C'est une copine qui est très chère à mon cœur et qui m'a dit oui, on y va. Elle a créé toute une illustration et les gens pourront aller sur le site internet du camp de base, campdebase-podcast.com, et ils pourront aller cliquer. Petit à petit, il va y avoir des tentes et des petits objets qui vont apparaître parce qu'en fait, on se rend bien compte, à l'heure actuelle, vous l'avez dit, il y a un boom du podcast, mais ce podcast, il ne se suffit pas à lui-même. Et ça, c'est très important de se demander comment est-ce qu'on va intéresser les gens au médium. Donc moi, mon travail aussi, c'est de montrer aux gens que le podcast, il va aller vers tous. Et surtout, on va inviter les gens bientôt à un enregistrement en direct à Grenoble, le 4 février, avec une écoute en avant-première, un enregistrement en direct d'un nouveau podcast et puis un live ambiante de Vague Imaginaire qui travaille du son en montagne et qui va enregistrer du son en montagne et qui va en faire de la musique parce que c'est aussi ça, c'est aussi des artistes, la montagne, et c'était important de le rappeler. Merci beaucoup, en tout cas, Émilie Vadet, d'être venue sur ce plateau. Bonne continuation et surtout, longue vie au camp de base. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Rendez-vous ensuite avec votre émission Panorama consacrée au fromage. Il s'agit là d'une rediffusion cette semaine. Et pour le 4e et dernier épisode, place à la reconversion avec Axel Rebec qui a changé de vie pour devenir crémier affineur et ouvrir sa fromagerie. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc.